Salut Internet. On a parlé de palmiers il y a 2 semaines dans un 77 d'anthologie. Je trouvais ça normal de vous proposer le thème opposé. Quoi de plus éloigné de l'amour que la guerre? On va pouvoir parler de géopolitique, d'histoire, d'armes insolites, de personnalités extraordinaires. Bon, et pareil, ça sent assez fort la démonétisation cette histoire. Alors je voudrais clairement remercier notre sponsor du jour qui est parfaitement dans le thème Conflict of Nations. Bah oui, qui de mieux pour parler de guerre, de conflits, de batailles que ce jeu de stratégie PVP en temps réel et gratuit en plus. C'est hyper simple, vous choisissez un pays afin de participer à un conflit mondial au 21e siècle. On s'installe confortablement sur un ordi ou sur un smartphone, vous pouvez jouer avec 128 autres joueurs en même temps et les parties peuvent durer des semaines entières. Après, il faut évidemment faire des choix très stratégiques. Est-ce qu'on tabasse son voisin ou est-ce qu'on forge plutôt une alliance avec lui? Je vous rappelle quand même que le but du jeu est de conquérir le monde, donc il faudrait peut-être faire les choses de façon intelligente. Et puis pour construire votre armée parfaite, vous avez plein d'unités possibles comme des chars, des avions, des navires, etc. Et en plus, j'ai compté, j'ai l'impression qu'on a le choix entre 77 pays. C'est forcément un signe. Enfin bref, je vous mets un lien en description avec un cadeau de malade, 13 000 pièces d'or et 1 mois d'abonnement premium gratuit. Attention, c'est dispo que pendant 30 jours. Alors dépêchez-vous de cliquer, c'est en description. Démarrons avec une guerre très insolite, la guerre des chimpanzés de Gombe. Nous sommes en Tanzanie, dans le parc national de Gombe Stream. C'est là que vit une communauté de chimpanzés dont le chef décède en 1974. À ce moment, le clan se divise en deux et c'est la guerre. Pendant 4 ans, les mâles des 2 communautés vont s'entretuer jusqu'à ce que le dernier mâle d'un des 2 groupes décède. C'est la première guerre de primates observée et étudiée par des scientifiques. Voici une photo du fils de Theodore Roosevelt, un des présidents américains les plus connus, qui a même son visage sur le mont Rushmore. Eh bien, son fils s'appelait Quentin Roosevelt et était aviateur dans l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale. Il décède le jour de la fête nationale, le 14 juillet 1918, alors qu'il volait au-dessus du petit village français de Chaméry. Son frère, Theodore Roosevelt Jr., a survécu à la Première Guerre. Âgé de 56 ans et devant marcher avec une canne, il est quand même à la tête de son unité lors du débarquement de Normandie. Il meurt finalement d'une crise cardiaque le 12 juillet 1944 et est enterré côte à côte avec son frangin en Normandie, au cimetière américain de Colville-sur-Mer. D'ailleurs, il y a 9386 tombes là-bas. Mais c'est pas le plus grand. Le cimetière américain de Romagne sous Montfaucon compte lui plus de 14 000 tombes. Et sinon, c'est à Manille, aux Philippines, que se trouve le plus grand cimetière militaire américain en dehors des États-Unis. On y compte plus de 17 000 sépultures et quasiment 40 000 noms de soldats disparus sont gravés sur un mémorial. Le sergent Bill n'est ni un homme, ni une femme, mais un bouc canadien. Il a participé à la Première Guerre mondiale en tant que mascotte et a sauvé la vie de plusieurs soldats en les poussant dans des tranchées juste avant une explosion d'obus. Son corps a été empaillé et vous pouvez le voir au Broadview Historical Museum dans le Saskatchewan. Un bouc héros de guerre. Elle promet cette vidéo. Savez-vous ce que représente cette fresque bien connue de Ramsès II? Le siège de Dapour. Il s'est produit dans les environs de moins 1270 et le problème c'est que Dapour, on sait pas trop où c'est. Beaucoup pensent qu'il s'agit du mont Tabor, mais d'autres avancent que c'était plutôt en Syrie, au nord de Kadesh. Parmi les armes ingénieuses inventées dans l'histoire, l'utilité du Krumlov saute directement aux yeux. Un simple canon tordu qui s'ajoute à un fusil pour permettre aux soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale de tirer derrière un coin sans se mettre en danger. En octobre 1925, un soldat grec tente de rattraper son chien et franchit malheureusement la frontière avec la Bulgarie. Il se fait aussitôt shooter par un soldat bulgare. Quelques jours après, la Grèce envahit une partie de la Bulgarie. Un conflit naissant qu'on a appelé l'incident de Petricht et que l'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, a résolu pacifiquement. Ouf. Au Moyen-Âge, la tribu mongole Mangit était connue pour un type de guerrier qui faisait des ravages sur les champs de bataille, le Mangudai, un archer à cheval. Imaginez maintenant une horde de Mangudai qui pouvait fondre sur une armée, l'encercler très rapidement, les mitrailler de flèches et repartir aussi vite. Une mobilité folle qui a permis aux Mongols de gagner bon nombre de batailles. Yan Pyeongchang est un soldat coréen qui a combattu dans 3 armées différentes pendant 2 conflits différents. En 1939, il se bat pour l'armée japonaise
contre l'URSS. À l'époque, je vous le rappelle, le Japon contrôle la Corée. Malheureusement, les Russes le capturent, puis quand le pays a manqué d'hommes, il fut envoyé en Europe pour se battre contre les Allemands. Sauf que, il est capturé par les Allemands, qui le font intégrer leur Légion de l'Est. Il se retrouve donc en Normandie en 1944 et se fait choper par l'armée américaine. Putain, mais quelle vie le mec! Il est finalement décédé bien des années plus tard, en 1992. Juste pour qu'on soit d'accord sur une chose, parce que j'ai longtemps confondu les deux, la guerre de sécession et la guerre d'indépendance des États-Unis ne sont pas du tout les mêmes conflits. La guerre d'indépendance a eu lieu fin 18e, quand les Américains se sont notamment alliés aux Français pour devenir indépendants du Royaume-Uni. Et la guerre de sécession, c'est presque 100 ans plus tard, quand une vingtaine d'États faisant partie de l'Union et qui veulent entre autres interdire l'esclavage se retrouvent face à une dizaine d'États confédérés. Une grosse guerre civile quoi. Absolument rien à voir avec l'indépendance. Fun fact très surprenant, l'armée américaine a déjà porté sur son uniforme dans son histoire une svastika. C'est complètement fou mais la 45e division d'infanterie avait ce symbole pour emblème dans les années 20 parce que la svastika était un symbole important amérindien. En 1933, il fut changé pour l'oiseau tonnerre. Beaucoup d'armes légendaires sont spécifiques d'une armée précise. On parlera plus tard de la Francisque ou des arbalètes génoises, mais je pense que le plus connu reste quand même l'arc long anglais. 2 mètres de long, une portée phénoménale, des archers surentraînés. C'était clairement une arme surpuissante pendant la guerre de 100 ans. Les Français se sont fait massacrer par ces archers dans plusieurs batailles, comme Azincourt par exemple. Mais 3 ans et demi plus tard, c'est l'inverse qui se produit. À la bataille de Patay en juin 1429, les chevaliers français écrasent la troupe d'élite d'archers anglais. 2500 morts contre 3 pour les Français. 3. C'est à partir de cette date que cette arme a de moins en moins été utilisée, et aussi parce qu'il y a le début de ce genre de joujou qui transforme un petit peu les batailles de l'époque. Je vous en ai déjà souvent parlé sur cette chaîne, la guerre la plus courte de l'histoire a duré 38 minutes. Elle s'est déroulée le 27 août 1896 à Zanzibar, et en Tanzanie de nos jours, parce qu'un sultan s'était approprié le trône et que les Anglais qui contrôlaient le coin étaient pas vraiment d'accord avec lui. À 9h02, les bombardements commencent, le sultan panique, fin des bombardements à 9h40. Allez, emballé, c'est posé. Et la plus longue guerre alors, 335 ans, entre deux nations très connues en plus, les Provinces-Unies et les Sorlingues. Bon, en vrai, de nos jours, les Provinces-Unies correspondent en gros aux Pays-Bas, et les Sorlingues sont un archipel au sud-ouest du Royaume-Uni. 1651, deuxième guerre civile anglaise, royaliste contre parlementaire. Les navires des Provinces-Unies qui sont alliés aux parlementaires prennent un petit peu cher dans cette zone-là par les royalistes. Donc bon, déclaration de guerre des Provinces-Unies envers l'archipel des Sorlingues, et puis jusqu'en 1985, personne s'est dit que ouais mais attendez, techniquement, on n'a toujours pas de traité de paix en fait. Heureusement, c'est rattrapé le 17 avril 1986, donc 335 ans après le début de la guerre. Guerre la plus longue, mais guerre sans coup de feu, c'est original. 8 ans, le plus jeune soldat de la Première Guerre mondiale qui a réellement participé à certains combats avait 8 ans. Il s'appelait Momčilo Gavrić et fit partie de l'armée serbe. Attention, attention, boucherie de prononciation incoming. Connaissez-vous la ville de Gumarcar, qui se situe au milieu du Guatemala? Elle appartenait aux Mayas Quiché, et quand je dis ville, je devrais plutôt dire vestige archéologique de ville. En 1524, les Espagnols arrivent devant la ville, capturent les rois et les exécutent par le feu avant de cramer l'intégralité de la cité. Et de nos jours, c'est un magnifique site archéologique. Pendant la guerre de sécession, 2/3 des soldats morts ne l'ont pas été au combat ou à la suite de blessures, non, juste de maladies, comme la rougeole, la varicelle, les oreillons ou encore le paludisme. Et attention, on parle de centaines de milliers de décès. Ceci est une francisque, une petite hache que les Francs utilisaient, non pas pour couper du bois, mais tels des shurikens qu'ils lançaient contre leurs ennemis pour briser des boucliers ou des crânes parfois aussi. Je trouve ça quand même très stylé de s'imaginer qu'à une époque, il y avait des guerriers qui allaient au combat avec 3-4 francisques à la ceinture avec l'intention de jouer aux fléchettes. On est le 31 mars 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Owen John Baggett se trouve dans un bombardier au-dessus de la Birmanie lorsque ce dernier se fait canarder par des avions japonais. L'équipage est contraint de sauter en parachute, et quand un avion japonais passe à proximité d'Owen, le soldat sort son pistolet et tire sur le pilote ennemi dont l'avion plonge au sol. Bon, il semblerait que le japonais ait réussi à redresser son avion, mais quand même, c'est le seul mec à avoir mené une bataille contre un avion avec un simple Colt. Et pour info, il s'est fait capturer et a passé le reste de la guerre prisonnier. Il semblerait que la toute première photographie de guerre ait été prise vers 1847 pendant la guerre américano-mexicaine. Voici par exemple un daguerréotype de cette période. Mais pour le coup, on ne sait pas qui a pris ces clichés qui restent anonymes. Et si Alexandre Gardner est vachement connu pour avoir pris des photos pendant la
la guerre de sécession, et notamment ces terribles scènes pendant la bataille d'Antietam, c'est pas le premier photographe de guerre dont on connaît le nom. Cet honneur revient à John McCosh, un Écossais qui a pris des photos de soldats et de dirigeants pendant la Seconde Guerre anglo-sikh en 1848. Deux factions italiennes qui se sont jamais trop aimées, les Guelfs et les Gibelins. Et une des nombreuses guéguerres pendant lesquelles ils se sont foutus sur la tête, c'est la guerre du saut volé. Ouais, rien que le nom est déjà magique. On est dans le nord de l'Italie en 1325, deux clans, deux villes se détestent, Modène et Bologne. Le 15 novembre, c'est la bagarre. 32 500 soldats pour Bologne, à peine 8 000 pour Modène, et pourtant c'est Modène qui gagne. Et puis pour narguer son adversaire, il rentre dans Bologne et vole un seau en bois. Voilà, c'est ça leur trophée, c'est un seau en bois. Et fun fact, le vrai seau serait encore dans le palazzo communal de Modène. Les Canadiens avaient un bouc, l'armée polonaise a elle eu comme mascotte un truc un petit peu plus badass, un ours brun qui s'appelait Wojtek. Il a été trouvé en Iran et il a voyagé de pays en pays avec la compagnie qu'il avait adoptée jusqu'à finir au Royaume-Uni. C'est le seul ours de guerre connu au monde, en tout cas à l'époque moderne, et en plus il était caporal, messieurs dames. Tiens, une guerre toujours en cours mais dont on n'entend jamais parler et qui, bon, devrait pas faire beaucoup de morts non plus, la guerre du whisky. Le Danemark et le Canada ne sont toujours pas d'accord sur qui contrôle l'île Hans, qui se trouve juste ici, entre le Groenland et le Nunavut, pile au milieu de la frontière entre les deux pays. Manfred von Richthofen est un des pilotes les plus connus de l'histoire. Il vola pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et est le pilote qui compte le plus de victoires en vol, c'est-à-dire d'avions abattus. 80. Dites-vous, il était surnommé le Baron Rouge. Du côté français, l'as des as de la Première Guerre mondiale était ce monsieur, René Fonck, avec 75 victoires. Et je vous rappelle qu'on volait dans ce genre d'appareil à l'époque. Vous imaginez un petit peu le délire? Après, bon, 75-80, on s'entend, hein, c'est déjà très bien, mais c'est très loin de l'as des as. Le pilote ayant le plus de victoires dans l'histoire, Erich Hartmann, un pilote allemand de la Seconde Guerre qui a réussi à abattre 352 appareils. La guerre des Trois Royaumes est une période très intéressante de l'histoire chinoise qui peut être résumée très simplement par trois enfants qui se disputent un gâteau et un quatrième qui débarque et qui le prend en entier. La dynastie Han prend fin en 220 et la Chine orientale se retrouve coupée en trois. Le royaume de Wei, celui de Wu et celui de Shu. Évidemment, chacun essaie de prendre le contrôle de l'autre jusqu'à ce que la dynastie Jin mette un stop aux chamailleries. Hop les gars, c'est moi le boss en fait. Le 28 mai 585 avant notre ère, les Mèdes et les Lydiens se maravent la tronche quand tout à coup le soleil disparaît. Une éclipse solaire totale. Et puis on parle de moins 585. Les Mèdes et les Lydiens flippent bien leur race et prennent ça pour un signe des dieux. Il faut absolument arrêter de se taper dessus. La guerre entre eux qui dure depuis 5 ans se termine grâce à une éclipse. Au XVIe siècle, la marine coréenne était notamment dotée d'un navire extraordinaire, le bateau Tortue. En avance sur son temps, ce tank flottant était une forteresse blindée avec full canon. Dites-vous, pendant une bataille d'octobre 1597, 13 bateaux coréens font face à plus de 300 bateaux japonais. À la fin de la bataille, la moitié des marins japonais sont morts, une trentaine de bateaux avec. Du côté coréen, les décès se comptent sur les doigts des mains. Peut-être 10 au max, quoi. Des boss, les bateaux Tortues. On ne dirait pas, mais ceci est une arbalète. C'est un chef de guerre chinois du royaume de Shu qui l'a créé. Enfin, il a pris une arbalète basique et a fait en sorte qu'elle devienne un espèce de flingue automatique. Quand le carreau partait, hop, un autre le remplaçait. La recharge était de 10 carreaux, ce qui permettait 10 tirs avant de devoir recharger. L'unité militaire qui utilisait cette arme s'appelait les fantassins Shukonu. Et il y a des noms de guerre parfois. La guerre de l'oreille de Jenkins. Caraïbes, dans les années 1730, des pseudo-gardes-côtes espagnols, qui étaient plutôt des pirates que des gardes-côtes, débarquent sur le navire britannique Rebecca, soupçonné de contrebande, et le capitaine espagnol tranche l'oreille du capitaine anglais. Ah bah, sympa, merci. En plus, il lui sort un truc du style Hermano, va dire à ton roi là que si je le vois lui aussi dans le coin, je lui fais la même chose, quick. 7-8 ans après, le capitaine Jenkins montre son oreille aux membres de la Chambre des communes. Ils sont outrés. C'est le début de la guerre de l'oreille de Jenkins. Au-delà d'être un terme désignant de la Marie-Jeanne, un animal qui sent pas bon, et évidemment, le nom de plume de Pierre-Antoine de la Place, le bien connu. Le skunk est aussi une arme chimique utilisée par l'armée israélienne de façon similaire à un gaz lacrymogène en France. C'est un liquide qui sent très mauvais, et l'odeur peut rester sur la peau jusqu'à 3 semaines. Bon, et je blaguais là pour le poteau Pierre-Antoine, mais en vrai, c'est le premier traducteur français de Shakespeare, c'est pas rien. La Medal of Honor est la plus haute médaille militaire américaine, la plus haute distinction, la bosse des récompenses.
France. Pour se l'avoir accordé, il faut faire partie de l'armée américaine, de la Navy, de l'Air Force, voire des gardes-côtes. Mais attention, faut vraiment avoir fait un truc de fou. Depuis sa création en 1862, seulement 3506 personnes l'ont reçu. Pour ne donner qu'un seul exemple parmi tout ça, Hiroshi Miyamura, qui, pendant la guerre de Corée, a tué 10 ennemis à coups de baïonnette avant de se retrancher et d'aider ses hommes à s'enfuir. Il parvint à tenir seul ensuite une position, tuant plus de 50 ennemis et continuant de se battre à main nue une fois ses munitions épuisées. Et Miyamura, il a survécu et il vit toujours d'ailleurs. 96 ans le monsieur. Bon, et sur les 3506 à avoir reçu la Medal of Honor, une seule femme, Mary Edwards Walker, médecin et chirurgienne pendant la guerre de sécession. C'est une des rares civiles à avoir obtenu cette distinction. Connaissez-vous les îles San Juan? Ça sonne très caraïbe, mais pas du tout, hein. Moi je vous parle d'un archipel qui se situe entre Seattle et Vancouver. Bon, en 1859, il y a un léger souci de frontière. Les Britanniques considèrent que les îles sont à eux, les Américains aussi. Et sur une des îles, il y avait notamment 2 fermiers. Autant vous dire que quand le paysan américain a déglingué un cochon du paysan anglais parce qu'il venait bouffer ses patates, oh boy, oh t'as tué mon cochon frérot. Oh bouge pas. Les Anglais direct menacent d'attaquer l'Américain. Les Américains répondent en envoyant l'armée, les Britanniques répondent en envoyant des navires de guerre. Et voilà comment la guerre du cochon a démarré. La guerre des Toyota n'est pas du tout une guerre entre 2 concessionnaires automobiles, c'est juste une des dernières phases du conflit tchado-libyen de 1978 à 1987. Mais comme les Tchadiens utilisaient massivement des Toyota Hilux et Land Cruiser pour se déplacer, ça a donné le nom à la guerre des Toyota. Je vous présente Fazal Din, caporal dans l'armée indienne britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. En mars 1945, il doit, avec sa compagnie, déloger des Japonais de leur position. Fazal balance des grenades sur le premier bunker qu'il met hors service. Mais les Japonais ripostent et 6 d'entre eux débarquent, dont 2 avec des épées. Le mitrailleur de Fazal en tue 2, mais se fait transpercer par l'épée d'un officier japonais. Fazal vient à son secours, mais se fait lui aussi planter par la lame qui ressort dans son dos. Une fois enlevé, il tue l'officier japonais avec, puis un autre, puis encore un autre. 3-0 pour Fazal et son épée. Après ça, il continue d'encourager ses hommes avant de faire son rapport et de s'écrouler. Voilà, vous voyez, typiquement, lui, il aurait fait partie de l'armée américaine, il aurait certainement reçu la Medal of Honor. Mais qu'est-ce qu'elle a l'air mignonne, la toute petite ville de Lihar, avec ses petites rues en pente, là. C'est à peine 500 habitants, c'est chihuahua errant, et sa déclaration de guerre à la France. Ah, j'ai loupé un épisode peut-être. Apparemment oui, en 1883, le roi espagnol est de passage à Paris. Et vu qu'il est copain avec les Prussiens qui eux sont pas trop copains avec les Français, et ben le roi se fait un petit peu huter, un petit peu chahuter quoi, c'est normal. Intolérable pour les 500 les Reinos qui s'empressent de déclarer la guerre à la France. Guerre qui se termine officiellement 100 ans plus tard, en 1983, en n'ayant eu bien entendu aucune bataille. Thomas J. Jackson était un des généraux confédérés les plus connus et les plus respectés de la guerre de sécession. Il gagna de nombreuses batailles montrant courage et dévotion. On le surnomme même le mur de pierre parce qu'il restait droit comme ça sans avoir peur de rien. Bon, sa mort par contre n'est pas forcément du même niveau. Alors qu'il rentre de nuit dans ses rangs, des soldats prennent son escouade pour des ennemis. Il se prend 3 balles dont 2 dans le bras. Il fait nuit, confusion générale, on l'évacue sur une civière, il en tombe, c'est la merde. On est obligé d'amputer son bras mais malheureusement ça suffit pas. Il décède quelques jours plus tard. From the Bust où je me fais quand même bien fumer par mes propres gars. Eux, à l'époque des Vikings, ça aurait clairement été des Housecarls, des Huscarls, gardes personnels des rois et seigneurs vikings, puis des Anglais. Ils étaient grands, forts et surtout très expérimentés, l'élite de l'armée. Et puis ils avaient comme arme de prédilection une énorme hache, 1m80. Putain, c'est plus grand que moi, c'est comme s'ils se battaient en me balançant dans les airs. Vous imaginez la puissance physique des mecs? Encore une petite guerre avec aucun mort à déplorer, celle d'Aroostook. Quelques années avant la guerre du cochon, même problème, les États-Unis et le Royaume-Uni ne sont pas d'accord au sujet d'un bout de leur frontière, au niveau en gros de l'actuelle frontière Nouveau-Brunswick, Québec, Maine. Les armées furent envoyées, mais un traité de paix calma rapidement tout ça. La révolte des Taiping est une guerre civile très importante qui a eu lieu en Chine entre 1851 et 1864 entre l'Empire et les rebelles de Taiping. Et devinez qui a rejoint cette guerre? Les Français et les Anglais qui étaient alliés à l'Empire. En tout cas, c'est un des conflits les plus meurtriers de l'histoire puisqu'on estime qu'il y a eu entre 20 et 30 millions de victimes. Et pourtant, je sais pas, je trouve que c'est un épisode très méconnu par chez nous. En 1947, l'Inde et le Pakistan ont leur indépendance. Et depuis, c'est légèrement la merde dans le coin. Les guerres s'enchaînent. La première guerre du Cachemire, la deuxième guerre du Cachemire, la troisième guerre indo-pakistanaise, la guerre de libération du Bangladesh, la guerre des glaciers, ça n'arrête pas. La dernière en date est la confrontation indo-pakistanaise de 2019, il y a seulement 2 ans. En 1532, la guerre de succession Inca fait rage. 2 frères se tapent dessus pour savoir qui va monter sur le trône. Victoire pour
pour Atahualpa qui devait être content, mais pas pour longtemps. La guerre a épuisé les réserves de l'Empire et le nouveau chef se fait capturer par un ennemi qu'il n'avait pas anticipé. Eh, coucou, c'est nous, les conquistadores. Non mais t'imagines, tu ruines ton empire pour te battre jusqu'au bout et assurer ton trône, et tu t'y assois même pas. Pendant la Première Guerre mondiale, des femmes bilingues anglais-français sont appelées à rejoindre l'armée américaine en tant qu'opératrices téléphoniques pour aider au service communication. Elles sont 223 à être parties sur le front en Europe, mais ne seront reconnues comme vétérans de guerre et non pas simples civils que 60 ans plus tard. Les janissaires sont des soldats de l'armée ottomane dont l'ordre a existé du 14e au 19e siècle. Pendant 500 ans, l'armée chopait des enfants chrétiens, les convertissait à l'islam et les formait à devenir une troupe d'élite. Des hommes dévoués au sultan, des soldats au statut d'esclaves dans la société ottomane. Oui, moi aussi ça me rappelle les Immaculés de Game of Thrones, mais les janissaires n'étaient pas eunuques, hein, et ils avaient pas du tout la même tenue en plus. Est-ce que vous savez qu'on a failli avoir une 3e guerre mondiale en 1952 et à cause d'un mec, Royce Williams. Le 18 novembre, il fait un temps de cochon, mais 7 avions sont repérés à 150 km du porte-avions sur lequel Williams est stationné en tant que pilote. Lui et ses 3 collègues sautent dans leur avion et partent en chasse. Durant les 35 minutes de bataille volante, Royce abat 4 avions sur 7 et rentre à bon port un petit peu sonné et avec plus de 200 impacts de balles sur sa carlingue. Petit hic, les avions n'étaient pas coréens, mais soviétiques. La boulette! L'incident reste secret jusqu'à la chute du bloc soviétique, ce qui est fou. Je ne peux pas passer à côté. La bataille de la Somme a duré exactement 4 mois et 18 jours et a fait plus d'1 million de victimes. C'est pendant cette bataille qu'un char d'assaut fut utilisé pour la toute première fois, le Mark I. Ultra impressionnant, mais pas du tout efficace. La bataille de la Somme, c'est aussi le lieu du tout premier film documentaire de guerre. Il s'appelle The Battle of the Somme et est disponible sur YouTube. Et surtout, il faut vous imaginer qu'en 1916, seulement quelques mois après le début de la bataille, le film avait été vu par plusieurs dizaines de millions d'Anglais. C'était la première fois que la puissance des images a pu impacter des civils qui ne voyaient rien du front. Bon, évidemment, on ne saura jamais quelle a été la première guerre de tous les temps. En revanche, la plus vieille guerre dont on a des sources écrites, c'est la guerre entre les cités-états sumériennes d'Ouma et de Lagash. Ça a duré 250 ans pendant le 3e millénaire avant notre ère. Attendez une minute, on n'a pas encore parlé de l'armée aztèque. Il serait peut-être temps quand même. Les guerriers jaguars et les guerriers aigles étaient les 2 élites de l'armée aztèque. Après une éducation à la dure, où boire et avoir de la compagnie féminine était interdit, les jeunes hommes pouvaient devenir soit un guerrier jaguar, soit un guerrier aigle. Ils étaient alors employés par les villes comme soldats à plein temps, se retrouvant en première ligne sur les champs de bataille, faisant la police et ayant la responsabilité des sacrifices humains. Lorsque les Anglais sont arrivés en Virginie actuelle en 1607, ils ont tout de suite construit leur village, Jamestown. Et vous savez le problème quand on s'installe sur un territoire qui est pas à nous? Eh ben les propriétaires sont pas super contents. Après quelques disputes pendant les 3 premières années, la coupe est pleine et les 3 guerres anglo-powhatan s'enchaînent jusqu'à ce que tous les Amérindiens soient déportés ou massacrés par les Anglais. Ah, la colonisation. On la connaît pour ses prix Nobel et on la voit surtout sur les photos dans des laboratoires, mais pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie était aussi sur le front avec ses petites curies, des voitures équipées d'appareils de radiographie. Comme ça, les chirurgiens pouvaient localiser les balles et les bouts d'obus sans avoir à trifouiller le corps des soldats trop longtemps. Les arbalétriers génois sont une troupe d'élite originaire de la République de Gênes. Ils étaient entraînés à Gênes et défendaient Gênes, mais ils pouvaient aussi être embauchés par d'autres puissances européennes, comme la France par exemple, pendant la bataille de Crécy. Ils ont aussi participé au siège de Jérusalem pendant la première croisade. Vraiment, c'est un des groupes militaires les plus connus et les plus respectés de tous les temps. En 2010, la petite village de Wounded Knee ne comptait que 382 habitants. Elle fait partie de la réserve native américaine de Pine Ridge et son histoire est bien triste. Le 29 décembre 1890, l'armée américaine veut déloger les Amérindiens et leur demande d'abord de rendre leurs armes. Pendant le désarmement, un coup de fusil retentit et c'est panique à bord. Les soldats américains ouvrent le feu et tuent entre 300 et 350 personnes ce jour-là, dont des femmes et des enfants. On appelle cet événement le massacre de Wounded Knee. Le kepesh est une arme de guerre égyptienne qui ne permet pas de pêcher, mais de pousser le bouclier de son opposant. Bon, j'espère qu'il avait une épée qui coupait dans l'autre main. Comme on n'a pas trouvé beaucoup de kepesh affûtés, certains historiens se demandent si c'était pas juste des objets de décoration. Perso, je préfère les machettes guyanaises. Saviez-vous que l'Argentine et le Royaume-Uni se sont fait la guerre? Et pas il y a 200 ans, hein, en 1982. En gros, les 2 pays revendiquent 2 archipels, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les îles
Malouines. Ça a dégénéré et la guerre des Malouines a eu lieu. Guerre très intéressante car c'est la seule depuis la Seconde Guerre mondiale entre deux pays développés technologiquement avec des combats aussi bien terrestres que navals. La chloropicrine était un gaz suffocant utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Elle et plein d'autres armes de ce type sont interdites d'usage par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Mais ce traité ne concerne évidemment que les pays qui l'ont signé. Et comme vous le voyez ici, il y a 3 pays qui l'ont pas signé. La Corée du Nord, l'Égypte et le Soudan du Sud. Israël l'a signé mais ne l'a pas ratifié. Si vous allez au British Museum à Londres, vous pourrez y observer de près des bas-reliefs assyriens qui proviennent de la ville de Ninive, qui se trouve actuellement en Irak. Certains d'entre eux représentent le siège de Lachish qui a eu lieu en 701 avant notre ère. C'est magnifique de détails et vous doutez bien que s'ils se sont embêtés à graver cet événement, c'est qu'ils ont gagné. Si vous voyez ce truc un jour, fuyez vite. Ça s'appelle un canon à son ou LRAD et ça fait mal aux oreilles, voire ça peut donner des maux de tête, des nausées ou encore des dommages irréversibles à vos tympans. Mais c'est la version de la police, il y a aussi la version militaire. Active Denial System, une avancée technologique militaire américaine qui me glace le sang. Un émetteur d'ondes qui permet de disperser une foule. Ça ne tue pas, mais ça envoie des ondes qui peuvent brûler la peau, ce qui oblige les gens à fuir. La guerre des pâtisseries n'est pas une guerre où on s'est balancé des éclairs au chocolat ou des tartes au citron meringuées dans la figure, non. C'est simplement une guerre qui a été déclenchée par le roi français Louis-Philippe quand un pâtissier français, monsieur Remontel, se fait vandaliser sa boutique, qui se trouve au Mexique. Louis-Philippe demande au gouvernement mexicain de dédommager Remontel, requête refusée. Ok, pas de souci. La France organise alors un petit blocus naval de tous les ports mexicains de la côte atlantique, de là à là. Ce n'est que 11 mois plus tard que le gouvernement mexicain accepte les sanctions et que le blocus est levé. Le kusarigama est une arme traditionnelle japonaise qui date du XIIe siècle. Il était utilisé par les paysans trop pauvres pour s'acheter une dague ou une lance qui n'avaient pas le droit d'avoir un katana. Ils ont alors innové avec une faucille, une chaîne et un boulet, histoire de pouvoir se défendre un petit peu quand même. Gordon Buck est un des pionniers de la chirurgie esthétique. Chirurgien militaire, ses patients étaient des soldats de la guerre de sécession. Son guide « Contribution à la chirurgie réparatrice » est le premier à inclure des dessins avant-après l'opération. La toute première arme de siège connue de l'histoire est le bélier. Des archives amorites qui viennent du palais royal de Marie en parlent au 2e millénaire avant notre ère. La guerre des faucheurs a lieu en pleine guerre de 30 ans. Elle a été déclenchée suite à un incident tout bête. Lors d'une émeute, un magistrat a blessé un des paysans faucheurs venus manifester. Les autres sont outrés, vont hurler devant le palais du vice-roi et un des leurs est tué. Whoopsie. Ah bah c'est pas ça qui va les calmer, hein. Que font les faucheurs? Eh bien ils fauchent la vie du vice-roi. L'opération Ranch Hand aurait pu être appelée l'opération des herbicides et montre que faire la guerre, ça peut prendre plein de formes différentes. Pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine cherche un moyen de déloger le Viet Cong des forêts et pour ça ils ont utilisé des herbicides qui faisaient tomber les feuilles des arbres ou qui détruisaient des cultures. Plus de 80 millions de litres d'herbicides ont été lâchés sur le territoire vietnamien depuis les airs. Le mambélé est une arme centrafricaine visuellement surprenante et qui pourrait exister depuis 2000 ans. Bon, je dis pourrait parce que les plus anciens qu'on a retrouvés ne datent que du 18e siècle. Cette arme est à lancer tel un boomerang, mais elle reviendra pas à vous. Par contre, elle ira planter une ou plusieurs de ces nombreuses lames dans votre ennemi sans problème. Bon, on a eu les pâtisseries, le seau volé, l'oreille, le whisky. Ah, pourquoi pas la guerre de la marmite, hein, j'ai envie de dire. Elle a duré une journée sur le fleuve de l'Escaut aux Pays-Bas et elle a opposé le Saint-Empire et les Provinces-Unies. En très gros, ce fleuve était bloqué depuis fort longtemps par les Provinces-Unies. Le Saint-Empire en a eu marre de ce blocus et envoie 3 bateaux impériaux dont le Louis pour cesser cette mascarade. Les Provinces-Unies répondent en envoyant un seul bateau, le Dolphin. Ce dernier tire avec son canon et fauche non pas la tête d'un quelconque matelot, mais une marmite de soupe. Les matelots de Louis sont horrifiés et capitulent dans la foulée. Un seul coup de canon dans une marmite de soupe aura suffi. Le phasre, ça ressemble à ça. Et ses initiales signifient Personal Halting and Stimulation Response Rifle. Yeah. Bon, ça tire pas des balles, mais un laser pour aveugler l'ennemi et le désorienter. On est clairement dans le futur. Bon, et puis, écoutez, on a beaucoup parlé de pistolets, de canons ou de fusils, alors qu'il existe dans l'histoire des armes blanches phénoménales. Et je parle pas de vulgaire hache, mais par exemple le cas du Qatar, avec un K, hein, la lettre, et une poignée en hache, pas l'arme cette fois-ci, la poignée. Ce genre de dague est typique de l'Inde. Ça se porte comme un poing américain permettant aux détenteurs d'attaquer slash tel un boxeur. Dites-vous, il y a même des versions avec des petits pistolets sur le côté, comme ça.
splash, tu perfores l'armure et pan, tu tues. Pas la jupe, hein, par contre, hein, l'acte de tuer, évidemment. Et une autre arme qui claque, c'est l'Urumi, une épée fouet. C'est très technique et ça nous vient encore une fois d'Inde. Il faut s'imaginer une longue plaque fine de métal que tu fais vriller dans l'air pour tenir à distance tes adversaires. C'est pas insolite, franchement. Une épée que tu peux enrouler autour de toi comme une ceinture. Bon, une petite dernière arme blanche là qui vient du même coin et qui me fascine parce que honnêtement, je pensais que ça n'existait que dans Xena la guerrière. Le chakram. C'est un disque métallique vachement aiguisé que tu utilises comme un frisbee hein, pour essayer de couper des têtes finalement. Efficace et pratique pour le transport. Il suffit de te mettre ta réserve autour du cou. Et il fallait que je termine cette vidéo avec peut-être l'arme de guerre qui me fascine le plus tant elle est unique. Elle nous vient tout droit d'Amérique centrale et se nomme le Makawitl. Une grosse batte de cricket constellée sur les côtés de morceaux d'obsidienne. Et l'obsidienne, c'est une roche très cassante certes, mais surtout giga coupante. Cette arme était dévastatrice et pouvait couper un mec en deux. Fascinant. Bon, et vous, si vous ne deviez choisir qu'une seule arme insolite dans l'histoire, ce serait quoi? En tout cas, encore un immense merci à Conflict of Nations de sponsoriser cette vidéo. Un super jeu de stratégie PVP en temps réel, gratuit, qui vous permet de faire la guerre sans tuer personne dans la vie réelle, ce qui est quand même un bon point finalement. Votre stratégie sera-t-elle de former des alliances avec vos potes ou de déclarer la guerre à tout le monde? Le lien dans la description vous donne une avance considérable sur vos adversaires avec 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium. L'offre n'est valable que pendant 30 jours, donc foncez les gars. Bon, et moi évidemment, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Les 77 sont toujours des monstres de boulot, donc ouais, sachez que ça nous touche toujours énormément. Messieurs, dames, à la prochaine. Salut, Internet.